Donc je remercie Véronique Poupard de Pleine Commune et l'ensemble des partenaires de Chic pour les actions que nous avons menées ensemble depuis 18 mois. Cela a été une grande richesse de partage et d'échange d'avoir collaboré avec vous. Et je voulais faire un special thanks à Aude Cazorla, qui a été avec moi un peu à l'origine des thématiques de lancement du projet. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je représente la Cité d'Architecture et du Patrimoine, un établissement public du ministère de la Culture, qui se trouve au Palais de Chaillot, place du Trocadéro à Paris. Alors c'est dans un quartier, on va dire, très bourgeois, mais j'ai quand même la possibilité dans cette institution de proposer des expositions sur la question du mal-logement, sur les bidonvilles. C'était ma dernière exposition qui s'appelait Habiter le temporaire. J'ai pu aussi faire une très très grosse exposition après plusieurs années de recherche qui s'appelait Habiter le campement, donc toutes les formes de campement possibles dans le monde, du plus précaire aux occupations d'espaces publics liées aux révoltes, et aussi sur les cuisines de rue. Je voulais juste dire que l'introduction par rapport à l'Europe sur les data me semble très importante, parce qu'on a fait une soirée mardi dernier sur la question du sexe dans la rue, sur la question du problème des femmes dans l'espace public. Et on a pris Saint-Denis comme modèle, on a invité des élus, des associations, des femmes et des transgenres, parce qu'il y en a à Saint-Denis. Et en fait, la grande responsable du genre, enfin l'intellectuelle du genre, est venue sur du data et explique bien que dans les statistiques, on a beaucoup moins de chances en tant que femme de se faire agresser dans la rue que de se faire agresser dans le milieu familial, quand on voit le nombre de femmes qui meurent par jour en France de coups de leur mari ou de proches, ou au travail par le coming out, aujourd'hui, des violences faites aux femmes, liées au harcèlement sexuel. Donc les endroits où on est en danger, c'est plutôt des lieux comme chez soi ou au travail, plus que dans la rue. Et donc ça remet complètement en cause les idées qui sont véhiculées par les médias. C'est pas une question de quartier populaire comme pour de la Chapelle, où il y a des migrants qu'on risque de se faire agresser, mais c'est plutôt dans notre environnement quotidien. Donc c'est vraiment important de revenir sur les data. Alors une grande partie du programme Chic a été d'organiser des workshops entre designers européens, fab managers, avec des étudiants, enfants, professionnels, éducateurs, autour d'un objet, le tampon, croisé à des thématiques sociétales. Alors il me semble important de revenir sur certains enjeux du programme Chic. Alors pour ma part, comme je suis architecte, je vais insister sur la place du designer aujourd'hui. Plusieurs questions émergent. En quoi l'open design, dans l'ère numérique 2.0, transforme-t-il ses pratiques alors que le système industriel dont il tire son origine est entré en déclin? Pourquoi être parti pour le programme Chic sur l'objet tampon comme objet design à interroger? Comment, dans un processus design dit social, la relation designer-fabricant-usager peut tendre vers le do it together, le faire ensemble? Alors tout d'abord, quels sont les changements du design avec l'open design? Le designer aujourd'hui tend à changer ses manières de faire. Du travail solitaire, il passe à un travail collaboratif qui rappelle l'idéologie des makers. Il apparaît ainsi dans le paysage mondial du design de plus en plus de collectifs, bien souvent issus de disciplines diverses, designers, architectes, graphistes, paysagistes, qui se regroupent pour travailler et concevoir ensemble. On notera d'ailleurs que les lieux de travail traditionnels se sont transformés dans cette même logique. L'espace solitaire de l'atelier ou du bureau des travailleurs indépendants fait place au coworking où l'espace, les outils et les savoirs se partagent et se mutualisent. La manière de produire se modifie également. À l'usine industrielle succèdent les Fab Labs, les laboratoires de fabrication à échelle locale. Les professionnels et amateurs s'y partagent des outils, imprimantes 3D, fraiseuses numériques et des savoir-faire, tout cela en circuit court. Pour le designer, les Fab Labs offrent ainsi des possibilités exceptionnelles, comme réaliser un prototype rapidement et à moindre coût, sans passer par un artisan prototypiste qui est très cher. Il est très facile également pour lui de lancer une petite série d'objets réalisés dans le Fab Lab, qui devient sa propre petite fabrique. Néanmoins, selon la charte des Fab Labs,
Cadrés par la Massachusetts Institute de Technology, ces outils doivent être utilisés dans un esprit contributif. Le designer est-il prêt à renoncer à la maîtrise complète de sa production? En tout cas, une nouvelle génération de designers plus ouverts émerge dans une logique d'open design. Open design, c'est l'utilisation de l'open source qui rend possible, tout en gardant une certaine maîtrise sur leur création par le biais des Creative Commons. C'est-à-dire que le designer permet, dans l'open design, il donne à la communauté la possibilité de reproduire son travail, de modifier, mais bien sûr, il y a des règles par rapport au Creative Commons, il peut vérifier ce qui est fait. Enfin bon, je pense que Nicolas reviendra dessus, peut-être par un exemple concret sur, par rapport au Pontolino, ce qui est possible, pas possible à faire. Des Creative Commons aussi plus tard. Ensuite, pourquoi avoir choisi de travailler autour de l'objet tampon pour le programme Chic, pour questionner les pratiques du design? Parce que c'est un objet qui paraît quand même un peu obsolète, enfin bizarre, petit, pourquoi on part du tampon? Alors le terme design vient du latin designare, qui veut dire marqué d'un signe, dessiné, indiqué. Or, pour le programme Chic, l'objet manifeste retenu est le tampon encreur, dont la fonction première est le marquage sur des supports variés tels le papier, textile ou la cire. C'est un objet utile et fonctionnel. On l'utilise fréquemment dans nos vies quotidiennes, que ce soit dans l'entreprise pour marquer des documents, contrats, devis, bons de livraison. Il sert aussi à marquer des documents officiels administratifs, cachés, tampons dateurs. C'est aussi un objet patrimonial, avec ses savoir-faire. Son ancêtre n'est autre que le sceau que l'on retrouve en Mésopotamie, 4000 ans avant Jésus-Christ, pour marquer la poterie. Depuis, il sert toujours à garantir l'authenticité d'un document, comme signature, en Europe, mais on le retrouve aussi au Japon avec le Hanko. Enfin, le tampon, que l'on soit en Afrique, Inde, Europe, Asie, a été utilisé comme outil et matrice pour marquer le textile, le cuir ou le papier, de motifs décoratifs et a engendré de nombreux métiers d'art. Historiquement, le tampon était gravé à la main sur du bois, du métal ou de la pierre. Or, avec l'apparition du caoutchouc en 1939, naît le tampon encreur contemporain et son timbre en caoutchouc tenu par un support et sa boîte encreur. C'est en 1976 qu'arrive le tampon automatique auto-encreur, où le tampon et l'encre sont dans le même boîtier. D'un seul mouvement, cela permet de tamponner le support. Le timbre contemporain a été fabriqué par des ouvriers typographes avec des techniques lourdes de fabrication industrielle. Or, aujourd'hui, avec l'informatique, on s'en passe grâce à la publication assistée par l'ordinateur et l'apparition de polymères photosensibles. Quand on veut un tampon aujourd'hui, c'est très facile. On peut de la maison envoyer un motif ou un texte par ordinateur et nous on le revoit par la poste. Mais d'où vient-il? Qui l'a fabriqué? On peut imaginer qu'il vient de Chine, donc qu'il vient de très loin. Alors le Tampolino, avec le programme Chic Europe Créative, on a questionné la fabrication de cet objet manifeste, qui est le tampon, en concevant le Tampolino Stamp Machine. L'objectif était de fabriquer des tampons en évitant d'une part la délocalisation à l'autre bout du monde et d'autre part la dématérialisation. C'est-à-dire envoyer un dessin virtuel via le réseau Internet et être physiquement éloigné du lieu de production. A l'inverse, l'idée était de produire des tampons dans des tiers lieux locaux, qui sont les Fab Labs, sorte de nouvelle génération d'ateliers de bricolage. Là, le concepteur met la main à la pâte et travaille avec les nouvelles machines comme l'imprimante 3D ou la découpe laser pour fabriquer directement leurs prototypes avec une philosophie de open source et de travail collaboratif. Pour Chic, plusieurs workshops ont été proposés. Le principe était de rassembler des équipes composées de designers, fab managers. Donc les fab managers, c'est une sorte d'ingénieurs, ingénieux, des makers, venant de France, Belgique, Espagne, Italie et Lettonie, afin d'imaginer des tampons. Dans ce mode de fabrication, on a vu l'importance d'avoir une connaissance technologique de haut niveau, voire de spécialistes. Il n'est pas donné à tous de savoir vectoriser un dessin ou d'utiliser des machines assistées par ordinateur, comme la découpe laser numérique, pour fabriquer son tampon. Donc cette expérience en Fab Lab est d'un grand intérêt, car les tampons ont été faits sur place, localement, rapidement et de façon économique. Et les designers ont retrouvé le plaisir de fabriquer directement leur objet, de tester différents matériaux de gravure, mousse, bois, lino, etc.
et de faire de l'expérimentation assistée par les femmes managers. Le prototype et la recherche et développement sont plus économiques pour les créateurs. Ils permettent de tester, concrétiser une idée à moindre coût. Mais avec le programme Chic, on s'est posé la question, pouvons-nous éviter l'assignation à la technologie informatique? Est-il possible de ne plus utiliser, de faire des tampons manuellement en low-tech, sans pour autant revenir à un savoir-faire artisanal qui nécessite plusieurs années d'apprentissage pour graver un tampon? Cette dernière étape était un des enjeux importants de Chic. Il s'agissait de réaliser une machine à tampons low-tech à Bruxelles, dans l'Open Fab, sous la direction de Nicolas, en collaboration avec d'autres fab managers. Est-ce que je peux me permettre de t'arrêter, Fiona? Elle est passionnée par le Pantolino, il y a de quoi. Non, mais j'aimerais juste m'assurer que tu parles des thématiques. J'en ai pour 2 secondes. Mais je pense que c'est très important, ce passage du tampon industriel au tampon, à la fabrication du tampon via Internet. Non, mais j'en ai pour 2 secondes là. D'accord. Plus besoin de décompte numérique, plus besoin de vectoriser ou d'utiliser un ordinateur, mais de revenir au geste manuel qui est la main. C'est là où est né le Pantolino, une machine à faire des tampons. Donc son nom vient du pantographe et du lino, la matière sur laquelle on grave. Une fois en possession de son Pantolino, plus besoin de technologie, plus besoin d'ordinateur, plus besoin de Fab Lab. On peut créer sa petite fabrique à tampons manuellement, comme une fabrique artisanale. Alors ensuite, pour terminer, je voulais revenir sur 2 points qui étaient aussi des enjeux de Chic, parce que je vous ai dit qu'il y avait l'objet tampon et qui était croisé à des thématiques sociétales. C'est le rôle du designer social et du creative play, du jeu créatif, comme autre enjeu dans le programme Chic. Donc il est souvent demandé aujourd'hui aux designers d'associer le grand public dans des actions collaboratives et solidaires pour des projets souvent liés à la démocratie participative. Et le design en devient un enjeu social. Les collectifs de designers sont donc invités et financés à mettre en place des workshops de makers participatifs en open source. Donc les designers, en fait, sont invités à imaginer des processus d'appropriation et de travail collectif qui ne doit absolument pas dénaturer la qualité de l'œuvre artistique, tout en permettant des modifications par autrui. Donc, ils vont proposer une série de contraintes, de règles de jeu, de machines sur mesure, qui vont cadrer l'utilisateur. Alors, le programme Chic, ça n'a pas simplement souhaité faire des tampons pour faire des tampons, bien sûr, mais pour produire du sens dans ce que l'on désigne comme le design d'innovation sociale, c'est-à-dire en utilisant des méthodologies et savoir-faire du designer au service de projets ayant des enjeux de société, et dans ce cas précis, celui de la malbouffe et de la crise identitaire. Pour chaque session workshop, les designers sont partis d'un thème et d'un objet, le tampon, l'objectif étant de proposer des objets de design autour du jeu, ce qu'on appelle le creative play. Jouer, pour de nombreux spécialistes, un moyen éducatif efficace pour le développement émotionnel, psychologique et culturel et moteur de l'enfant, afin d'aborder des sujets complexes, tout en étant acteur de ce processus. Donc, il y a toute une histoire du jeu pédagogique et du design dans l'histoire du design. Donc, on n'est pas du tout, on est dans cette longue histoire du design. On suit ce qui a été fait par Enzo Mari, Ray Charles Hayes et d'autres designers. Donc, Chic a réuni dans 5 villes européennes, Barcelone, Latvia, Rome, Saint-Denis, Bruxelles, des équipes de designers et de fab managers qui se sont associés soit des étudiants, professionnels, enfants, éducateurs, pour imaginer des jeux avec des tampons à partir de plusieurs thématiques sociétales lors de workshops très courts de 3 à 4 jours. Chaque designer, évidemment, a mis en place un projet pédagogique et esthétique de tampons afin que les enfants puissent se les réapproprier et puissent travailler sur la thématique choisie. Ces tampons ont été testés, ces jeux ont été testés à Rome, Saint-Denis, Latvia par ce public d'enfants. On a eu environ sur l'ensemble des workshops une douzaine de propositions de jeux autour du tampon et l'invention donc de la machine, de cette fameuse machine, le Tampolino. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes sur la question de la diffusion des jeux inventés dans le cadre de Chic. Et pour cela, on est dans une phase d'édition d'une collection de Makers Box
qu'on a intitulées Trop chic, qui seront testées dans le réseau des médiathèques, écoles du territoire de pleine commune, et j'espère d'ailleurs. Et donc ces boîtes ont été conçues aussi sur le territoire par Michaela Arani, qui est femme manager et designer du Point Carré, une des coopératives de Saint-Louis. Donc aujourd'hui, concrètement, il existe 3 boîtes, une avec l'outil Pantolino et 2 autres, une imaginée par le collectif Forme Vive, autour de la malbouffe, intitulée Tampon de saison. On peut y jouer sur la question des calendriers de saison avec les légumes, des fruits, des cartes d'où viennent les légumes sur le territoire ou dans le monde, et même une histoire de menu où les enfants peuvent essayer d'expliquer par rapport aux tampons de légumes et de fruits différentes recettes. Et il y a une dernière boîte qui a été conçue par Perrine Dorin, qui est au 6B, autour de la thématique de l'ex-libris avec les médiathèques. Alors ces boîtes, vous allez pouvoir les tester ce midi. L'idée, c'est que les manettes pédagogiques, on peut les utiliser telles quelles, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'aspect contributif. C'est-à-dire que quand on a une boîte thématique telle autour de la malbouffe, l'idée, c'est de travailler aussi avec la mallette Pantolino et d'imaginer des légumes qu'on mange, par exemple, sur le territoire qui ne sont pas dans la mallette initiale. Je donne juste un exemple. Il y a beaucoup de gens qui mangent des bananes plantain sur notre territoire. Et donc, il sera demandé aux enfants d'imaginer le tampon de la banane plantain et de montrer où elle existe, enfin, d'où elle vient, à quel moment il vaut mieux la manger parce que ça correspond au calendrier de saison, et aussi proposer peut-être des recettes de chez eux autour de cette fameuse banane plantain. Alors on espère qu'il y aura, que ces boîtes vont se diffuser dans le territoire et devenir un outil pédagogique utile pour parler de thématiques sociétales. Alors, cet après-midi, parce qu'on est dans un processus, on va vous demander, vous le public, d'imaginer la suite du processus chic. Quelles seraient les autres thématiques sociétales importantes à imaginer? Quels seraient les jeux qui pourraient changer le monde, notre société, pour que nos enfants citoyens deviennent actifs, engagés, pour réinventer la cité? Je vous remercie.